Bonsoir très chers abonnés de Sciences de chez nous. Merci de rester connectés sur ce média, sur notre chaîne YouTube Sciences de chez nous, un média ouest-africain francophone qui fait la vulgarisation de l'information scientifique et qui rend accessible l'information scientifique à tous nos concitoyens dans un langage très simplifié. Il y a quelques jours, le 6 décembre 2023, le gouvernement du Mali, à travers sa direction générale de la santé, a déclaré ou a confirmé la détection de 12 cas de Zika au Mali, notamment à Bamako. Est-ce qu'on peut parler d'une épidémie de Zika au Mali? Est-ce pour la première fois que nous détectons des cas de Zika dans notre pays? Comment se fait le diagnostic? Dr Issa Diarra, chercheur au laboratoire de biologie moléculaire appliquée, nous explique tout après ceci. Bonsoir, Dr Diarra. Bonsoir, Monsieur Bouli. Vous avez passé beaucoup de temps sur le Zika, notamment depuis le 2016. La Direction générale de la santé et de l'hygiène publique a communiqué sur 12 cas de Zika au Mali. Quelles sont d'abord vos observations par rapport au contenu de ce communiqué? Monsieur Bouli, merci beaucoup. Je remercie tous les auditeurs. En fait, par rapport à ce communiqué, moi, ça me plaît beaucoup que les communiqués passent ainsi, que tous les praticiens, hospitaliers, cliniciens doivent vraiment prêter attention aux communiqués et savoir que les Zika circulent au Mali et puis depuis très longtemps. Nous l'avons décrit et nous aurons l'occasion de savoir les circonstances de sa description au Mali. Merci beaucoup. On parle de Zika. Mais qu'est-ce que c'est le Zika? Alors, le Zika, en fait, c'est le nom d'une forêt en Ouganda. C'est dans les années 1947 qu'une équipe anglaise qui faisait la recherche sur la fièvre jaune, ils ont découvert pour la première fois un virus qui était capable de donner des symptômes qui ressemblent aux symptômes de paludisme, qui est la fièvre, les céphalées, les vomissements. Et c'est ces virus qu'ils ont décrits et qui ont donné le nom Zika. Donc, c'est comme ça que le virus a pris le nom de la forêt, virus Zika, la maladie Zika. Alors, comment se transmet ce virus-là? Alors, le virus Zika, il faut savoir que la transmission est principalement sylvatique, c'est-à-dire en forêt, et assurée par des piqûres de moustiques tiques, qu'on appelle les moustiques Aedes, qui assurent la transmission de la piqûre. Il faut noter que la maladie, c'est une maladie animale, c'est une zoonose. Et la transmission se fait principalement par piqûre de moustiques Aedes. La transmission peut se faire aussi entre la maman et le fœtus. La transmission peut se faire par la voie sexuelle, donc entre deux couples. La transmission aussi peut se faire accidentellement par la transfusion sanguine. C'est les principales voies qui sont décrites actuellement qui assurent la transmission du virus. On parle souvent, quand on rencontre, surtout quand on parle de virus, on parle souvent de variants ou de souches. Comment se présente en fait ce virus de Zika? Alors, ça, c'est une question très, très importante, surtout qui a une importance épidémiologique. Depuis sa description en 1947 jusqu'à aujourd'hui, il y a principalement des souches du virus Zika qui ont été décrites. Une souche africaine qui n'est pas virulente. Quand vous parlez de virulente, pour nos téléspectateurs, ça veut dire quoi exactement? Alors, c'est une souche qui n'est pas trop méchant pour l'homme. Cette souche africaine n'a jamais été impliquée dans les épidémies. Cependant, la souche circule partout en Afrique et même au Mali. Il y a une deuxième souche qui est une souche méchante. C'est ce qu'on appelle la souche asiatique qui cause les épidémies. Notamment les premières épidémies de 2007
dans les îles Pacifiques de 2013 et de 2015 à Brésil, où vous savez la petite histoire avec la Coupe du Monde qui voulait être rapportée au Brésil, c'était la souche asiatique. Donc c'est cette souche qui est méchante et qui est liée à toutes les épidémies survenues partout au monde. De sa découverte à maintenant, il n'y a eu que 2 cas d'épidémie de Zika qui ont été décrits en Afrique. D'abord en Cap-Vert, c'était en 2015, en Cap-Vert, et c'était des cas importés. Donc ce n'était pas des souches autochtones, et c'était toujours la souche asiatique. Ensuite, en 2016, il y a une épidémie aussi qui a été décrite en Angola, et toujours c'est la souche asiatique, et chez les, c'est des cas importés aussi, ce n'est pas des cas autochtones. Oui. D'accord. Alors, donc, ces cas importés, est-ce qu'on sait d'où ils viennent exactement? Oui, comme je vous l'ai dit, c'est des cas qui venaient de l'Amérique, principalement de l'Amérique du Sud, en Polynésie française, dans les îles Pacifiques, etc. Donc là où il y a les grandes épidémies qui ont fait des grands dégâts en Amérique, aussi bien qu'un peu dans les îles françaises. Oui. D'accord. Aujourd'hui, quels sont les symptômes cliniques de cette maladie? Alors, que ce soit la souche africaine ou que ce soit la souche asiatique, il faut savoir que 85% des personnes qui ont été infectées sont asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils ne présentent aucun signe clinique. Seuls 20% des gens infectés présentent des signes cliniques qui ressemblent beaucoup aux signes du paludisme, ce qui a vraiment un intérêt médical. Il s'agit notamment de la fièvre, des céphalées, des vomissements. À ce stade, il y a le triplet qui est là. Une fièvre associée à des éruptions cutanées, associée à une conjonctivite, mais non purulente, avec une douleur rétro-orbitale, est un signe indicateur de l'infection symptomatique du Zika, ce qui doit orienter les cliniciens à aller faire le diagnostic de la pathologie. Dans quelques rares cas, la maladie évolue vers des complications, qui sont des complications neurologiques, les méningoencéphalites. Dans certains cas, on parle du syndrome de Guillain-Barré, et surtout les complications, l'intérêt médical porte sur la microcéphalie chez les nouveau-nés. C'est-à-dire un nouveau-né dont la maman a été infectée au cours de la grossesse et pendant le premier trimestre de la grossesse. Et là, le nombre de cas, effectivement, dans la littérature, c'est entre 1,6 à 5% des femmes qui ont été infectées par le virus Zika pendant le premier trimestre de la grossesse et dont les bébés sont nés avec une petite tête qu'on appelle microcéphalie. Alors, vous allez voir partout et vous n'allez pas trouver. On trouve le virus chez la maman, on trouve le virus dans le cordon ombilical, rarement dans les placentas, et jamais le virus n'a été décrit chez le bébé qui est né. Donc, l'implication de la microcéphalie liée à cette maladie est d'ordre épidémiologique, mais sur le plan biologique, ça n'a pas été encore approuvé. Les termes de microcéphalie, les expériences chez les animaux, c'est à partir de ça qu'on a fait la description. Parce que tu ne peux pas faire un prélèvement au niveau du système nerveux d'un bébé pour savoir s'il y a le virus ou pas. Donc, c'est une maladie où les complications sont rares. Et toutes les complications, toutes les symptomatologies sévères sont liées, je l'ai dit, je répète, à la souche asiatique.
D'accord. Mais professeur, le gouvernement vient de communiquer, donc la DGS vient de faire un communiqué sur 12 cas de Zika. Sans toutefois préciser quelle est la souche qu'on a au Mali. Effectivement, c'est avec plaisir que j'ai entendu le résultat, j'ai vu le communiqué. C'est un réel plaisir pour nous, parce que c'est à travers le ministère que les communiqués, les résultats scientifiques sont entendus. Sinon, nous avons déjà publié sur le Zika au Mali depuis 2021, et c'est des travaux de recherche que le professeur Ogo, paix à son âme, le professeur Xavier de Lambaléry et nous avons conduit cette étude sur 7 localités différentes du Mali. Ça, c'est un problème des chercheurs, parce que vous, en tant que chercheur, vous avez des résultats, mais vous communiquez peu sur vos résultats. On y reviendra. On a publié, effectivement, c'est une manière de communiquer, effectivement. Les communiqués du gouvernement passent très vite et voilà, tout le monde l'écoute, c'est bien distribué au niveau national. Mais quand tu fais une publication qui est en anglais, ça a été publié à Emergence Infectious Diseases avec un impact factoriel de 19. Rares les cliniciens, rares les praticiens, rares les autorités administratives qui vont lire là-bas. Donc c'est nous, les spécialistes, qui sont intéressés à aller chercher les informations. C'est pourquoi l'information semble être la première pour les Maliens, mais nous avons démontré, avec les techniques les plus poussées, qu'on appelle les techniques de séroneutralisation du virus, que le virus circule au Mali. Dans les zones savaniennes, la transmission elle est endémique, continue, où 2% de la population porte le virus. Dans les zones sahéliennes, au Mali, le virus circule sous forme épidémique. Et nous avons déjà démontré qu'en 2016, il y avait le virus au Mali. Qu'en 1990, dans les années 90, il y a une épidémie de Zika au Mali, où 18% de la population serait infectée. Et nous sommes là-dessus, on a les résultats préliminaires, on a les résultats raffinés, il reste la publication, que le virus circule même à Tombouctou, dans les zones sahéliennes du Mali. Mais c'est quelle souche des virus? Exactement, c'est la souche africaine que nous avons détectée jusqu'à présent, mais que nous sommes en train de voir quel est le lien entre les autres sous-souches. Donc, si on veut comprendre très bien, on veut faire une petite corrélation avec vos résultats et le communiqué du gouvernement. Est-ce qu'on peut dire que les 12 cas de Zika qui ont été détectés, diagnostiqués au Mali, sont de la souche africaine? Alors, il y a les résultats préliminaires qui disent que c'est du Zika, effectivement les résultats sérologiques, mais là aussi il faut prendre avec beaucoup d'attention. Parce que les anticorps dirigés contre le virus Zika reconnaissent aussi les virus de la fièvre jaune, reconnaissent les virus de la dengue, reconnaissent les virus de West Nile. Mais ça veut dire quoi de façon terre à terre pour nos téléspectateurs, parce qu'ils ne comprennent pas en fait le domaine scientifique. En fait. Bon, c'est un peu trop scientifique. Ouais. Ça veut dire que quand on fait les tests de routine qui est ELISA, et que je trouve qu'il y a une trace d'infection, il y a une trace d'infection du virus Zika chez une personne, là tu ne peux pas confirmer avec ce seul test d'ELISA. Il faut des tests encore approfondis, au cours desquels tu prends le virus de Zika qui est vivant, tu les mets en contact avec les sérum du patient, les deux mélangés, tu les déposes sur une couche de cellules. Si la couche de cellules est infectée, c'est-à-dire détruite, c'est-à-dire que l'anticorps n'a pas pu empêcher le virus. Donc, ce n'est pas un anticorps qui est spécifique au virus. Mais si la couche cellulaire est détruite, n'est pas détruite, donc ça veut dire que l'anticorps est spécifique au virus et a empêché, a neutralisé les virus pour infecter la cellule. Donc, c'est ce test qui n'a pas été fait. D'abord, donc il faut prendre avec prudence. Et nous, on l'a déjà fait avant de publier. Deuxième chose, ils ont fait la détection par la PCR, c'est bon. Mais après, il faut voir exactement c'est quelle souche. La PCR te dit c'est Zika. Mais est-ce que c'est Zika de la souche africaine ou c'est Zika de la souche asiatique? Si c'est africaine,
on n'a pas de panique. Mais si c'est asiatique, c'est là où il faut retracer les patients parce que ça risque d'être une épidémie qui peut donner les complications, c'est ce dont je vous ai parlé, dans 1 à 5% des enfants qui vont naître des mamans infectées. À partir de combien de cas, parce que vous parlez d'épidémie, c'est à partir de combien de cas on déclare une épidémie? Bon, habituellement, les épidémiologistes vont le dire, dès que tu as un nombre de cas élevé plus que le nombre habituel, ils vont dire que c'est un cas d'épidémie. Mais puisque dans ces cas, nous, on a déjà décrit que le virus circule jusqu'à plus de 12%. La question, c'est de savoir est-ce que ces 12 cas décrits constituent une épidémie ou pas. C'est ça la question. Ce n'est pas la première description qui a été faite au Mali. 12 cas, est-ce que ça suffit pour dire au Mali que c'est une épidémie? D'accord, c'est la première fois qu'on écrit des cas cliniques avec un résultat biologique fiable. Mais est-ce que dire que cette fois-ci c'est une épidémie, nous en tant que chercheurs, nous ne pensons pas. Mais pour le gouvernement, peut-être lui peut déclarer parce que nos données n'ont pas été utilisées avant de faire cette déclaration. Oui. Est-ce que le problème, c'est pas le fait que vous n'avez pas peut-être partagé vos données avec le gouvernement? Bon, pour nous, la manière de partager, de publier les données, les scientifiques le font, c'est le congrès. C'est les publications scientifiques, c'est les soutenances de thèses et de mémoires. Actuellement, je suis en train de soutenir une pharmacienne, je suis en train de préparer la thèse d'une pharmacienne qui a travaillé sur ces virus. Dans les services de pédiatrie, il y a des nouveaux cas, il y a des cas, on a décrit 4 cas sérologiques. Mais docteur, ce que vous êtes en train de dire, on sait très bien que la plupart des laboratoires sont quand même placés sous la coupole du ministère de la recherche scientifique, de l'enseignement et de la recherche scientifique. Ce ministère est censé normalement superviser, avoir un regard sur toutes vos activités, mais est-ce que c'est le cas? Parce que si c'était le cas, le ministère de la Santé aurait pu avoir quand même l'information avant peut-être de dire de faire son communiqué. Bon, effectivement, nous travaillons sous la tutelle de 2 ministères. Le ministère de la Santé et le ministère de l'Enseignement supérieur. Dans tous les cas, nos travaux sont financés par nos propres fonds de compétition. Et notre manière de communiquer, c'est de participer au congrès, c'est de publier pour le monde scientifique. Et nous pensons qu'à ce moment, tous les résultats sont disponibles pour tout le monde. Alors là où je dis, je répète, décrire des cas de Zika, il ne faut vraiment pas faire la panique au niveau de la population. Il faut être sûr et certain que la souche, elle est épidémique et que c'est la souche asiatique. Quel est le taux de mortalité? Très faible. 80% des cas sont asymptomatiques. 20% seulement des gens font, comme je l'ai dit, les signes neurologiques. Et parmi ces 20% encore, 1 à 5% font la microcéphalie. Et le taux de létalité lié à cette maladie ne dépasse même pas 1 sur 1 million de cas. Ouais. Taux de mortalité très faible, donc pas de panique. Docteur Issa, nous partons à la fin de notre échange. Alors, je voudrais d'abord savoir, est-ce que avant la détection des cas de Zika au Mali, est-ce qu'il y a eu auparavant des épidémies de Zika en Afrique? Oui, bien sûr. Effectivement, des épidémies, comme je viens de le dire, il n'y a que 2 cas qui ont été décrits en Afrique, et c'est des cas importés. Des cas importés, pas des cas liés à la souche autochtone. Donc on peut dire que de 1947 à maintenant, il n'y a pas eu de cas d'épidémie liés à la souche africaine nulle part dans le monde. À la souche africaine, okay. Nulle part dans le monde. Mais ce que je vais ajouter, c'est que ce n'est pas étonnant.
partout où tu vois une épidémie de dengue, il faut s'attendre aussi à une co-infection avec le chikungunya, une co-infection avec le Zika. Au Mali, nous sommes dans un terrain où le vecteur qui transmet ces maladies, c'est le même vecteur que Aedes aegypti. Alors, la complication du Mali, c'est qu'il y a d'autres virus qu'on appelle le virus Onyonyong, qui est transmis par l'anophèle, donc le vecteur du paludisme, et qui fait les mêmes signes que ces maladies. Nous sommes là-dessus. Chaque fois qu'on veut poser un diagnostic, on cherche systématiquement toutes ces maladies pour pouvoir poser l'étiologie de la fièvre. Et c'est très important. L'importance médicale, ça aide les médecins à conduire correctement son traitement. Parce que des cas pareils qui arrivent, les médecins, ils vont les traiter, la fièvre persiste. Il va changer de molécule, la fièvre persiste. Il va ajouter les antibiotiques, les antipaludiques, il va les changer autant qu'il veut, alors qu'il faut suivre la symptomatologie tout simplement et les traiter. Et c'est ça le problème au Mali. Actuellement, avec la recherche, nous disposons d'un plateau technique, que ce soit sérologique, que ce soit moléculaire, et même poussé, on peut faire les séquençages de toutes ces pathologies. Quand vous dites nous disposons, vous parlez du Mali ou du laboratoire de biologie moléculaire appliquée, qui est un laboratoire vraiment mixte de recherche, où nous avons un volet entomologie, nous avons une unité de parasitologie, nous avons une unité de zoonose. Donc, toutes ces différentes unités travaillent ensemble pour poser efficacement les diagnostics moléculaires, microscopiques et sérologiques des pathologies qui circulent au Mali. Merci beaucoup, Dr Issa Diarra. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Quel est votre dernier mot? Le dernier mot, c'est que nous, une fois de plus, nous cherchons tout simplement un accompagnement des deux ministères. Le ministère de la Santé, le ministère de l'Enseignement supérieur. Et j'en profite de l'occasion pour dire qu'il y avait un fonds qui était dédié à la recherche et à l'innovation, qu'on appelle FCRIT, et que nous déplorons jusqu'à présent. Le projet a passé depuis 2019, jusqu'à présent, on n'a pas eu de financement. On a un personnel, on a la capacité technique, on a toutes les facilités pour pouvoir faire les diagnostics de toutes ces maladies en moins de 4 heures de temps. Malheureusement, nous n'avons pas un accompagnement financier venant du pays. Et actuellement, nous sollicitons le gouvernement vraiment à nous donner des accompagnements pour qu'on puisse d'abord faire les diagnostics préliminaires de ces maladies, préparer la réponse et rendre les résultats disponibles au niveau du gouvernement et au niveau des scientifiques. Ça nous permet d'améliorer nos axes de recherche pour l'avenir. Parce que ces maladies sont là, ces maladies circulent, mais nous sommes axés sur d'autres maladies qui nous empêchent de nous investiguer réellement sur ces maladies à transmission liées au vecteur Aedes ou même liées à certains animaux, les chauves-souris, les Sympathiens. Merci, très chers abonnés. Merci de rester toujours connectés à Sciences de chez nous. Nous venons de parcourir en moyenne des informations concernant le Zika. Nous venons de les avoir à travers Dr Issa Diarra. Voilà, Dr Issa Diarra du laboratoire de biologie moléculaire appliquée. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. N'hésitez pas à partager cette vidéo et n'hésitez pas surtout à vous abonner et activer la cloche de notification afin que vous soyez toujours alertés lorsque nous publions une nouvelle vidéo. Sciences de chez nous agit au cœur du développement afin de permettre à nos populations, à nos gouvernements, à nos pays d'amorcer le processus de développement et d'être appelés également pays développés. Merci. Merci.